Bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode 36 du Brap Show. On va parler du Supercross de Pittsburgh. Première fois depuis 40 ans qu'ils sont allés à Pittsburgh. Ça nous fait une belle jambe. Non, mais on va parler surtout de cette avant-dernière épreuve du Supercross US en 450, avant-dernière épreuve en Supercross 250. Et comme vous voyez, Mr. Brap est avec moi. Les vacances sont finies et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tom Vialle a gagné sa première course de l'année. Il était temps. J'y ai toujours cru. C'est faux. Alors, j'y ai pas toujours cru. Je suis pas un hater. Je voulais le voir. Hein. Je veux voir Tom gagner. Mais j'avoue qu'avec tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, j'étais dubitatif. Disons que j'étais perplexe. Surtout après le Supercross de Paris. Mais il roulait bien au Supercross de Paris. Je me suis dit, ça va être une bonne année pour Tom. Il va avoir progressé par rapport à l'année dernière. Puis, grosse boîte dans les whoops aux essais à Tampa. Et depuis, bien, il roule bien, mais rien d'exceptionnel. Et encore ce week-end, en fait, il fait une course solide et il la gagne sans non plus faire quoi que ce soit de flamboyant, à part encore une belle cabriole aux essais. Bon, après, cette fois, il a quand même doublé quelqu'un. Il a doublé Thrasher. Ouais. Et à la régulière. Donc, ça, c'est quand même un point positif parce que même Thrasher, je pense que je le plaçais quand même peut-être au-dessus de lui, tu vois, en vitesse, là, sur ce championnat. Juste un gros manque de régularité pour Thrasher, ce qui fait qu'il n'était pas dans la course au point. Mais c'est vrai que s'il y en avait un qu'on voyait s'intercaler entre les trois, là, c'était bien Thrasher, quoi. Donc c'est plutôt cool d'avoir réussi à doubler Thrasher. Mais c'est vrai que, enfin, moi, après la qualif surtout, où il a pris 10 secondes, je crois, par Amaker. Là, je me suis dit, non, c'est le début de la fin, quoi. C'est de pire en pire, en fait. Donc, c'est pas encore ce soir qu'il va la gagner quand il prend 10 secondes sur une heat race. Et au final, en finale, bon départ. Et c'est vrai que ces départs conditionnent quand même beaucoup, j'ai l'impression, la façon dont il va rouler. Bien qu'on a un Macker, s'il était parti devant, encore une fois, il n'a pas doublé son premier rival, on va dire, à la régulière. Il n'a pas battu à la régulière. Donc, ouais, je suis curieux de voir la dernière, encore une fois. Mais ce qui serait vraiment cool, en fait, c'est que ce soit le plus méritant. Et donc que les trois partent aux trois premières places. Alors après, le problème, c'est qu'il y en aura quand même forcément un avec un petit avantage qui sera devant l'autre. Mais tu sais quoi, laissons Tom partir premier, Hampshire 2 et Amaker 3. Et on voit ce qui se passe. Moi, je pense que si tu pars comme ça, Tom, il finit 3. Et est-ce que Amaker gagne ou finit 2, je sais pas. Mais à mon avis, il finit 3 ou 2 parce que Hampshire, une fois sur deux, ça se met sur la tête, quoi. Mais c'est ça. Et puis là, Hampshire, il a pas mis la cabane sur le chien, mais il était pas spécialement là non plus. Il est tombé quand même. Il a fait une petite chute. Tu sais, il a sauté dans les bottes de paille. Ah oui. Enfin, ils sont pas en paille. Mais oui, il s'est décalé un petit peu. Il s'est décalé un peu sur le saut là, parce qu'il y avait un mec devant lui. Ouais. Okay. D'ailleurs, en parlant de protection de piste, très vite fait, on y reviendra, mais l'erreur de Sexton dans les whoops dans la finale. T'as vu là où il sort du coup des whoops? T'as remarqué du coup que c'était des petites protections en prisme et pas les j'ai pas fait attention qu'elles étaient en prisme, cubes mais là dans mes souvenirs, du coup, j'ai l'impression qu'elles sont en fait, tu vois, t'as la whoops et qu'elle est pas sur la whoops, la botte de paille. J'avais l'impression qu'elle était sur le bord comme ça, sur le côté. Mais du coup, en fait, c'est peut-être l'effet. Ouais, non, elle était dessus, mais ouais, elle était en prisme plus basse et il a pu du coup sortir de la piste sans trop de soucis. C'était ces protections de piste là dont je te parlais à Seattle qu'ils avaient mis aussi à la fin d'un enchaînement. Mais donc sinon oui, revenons à Hampshire, il fait quand même une petite chute. Après il revenait pas très fort sur Vialle et Thrasher. Il me semble qu'il avait doublé Voland par contre. Je sais plus s'il se refait pas doubler à la régulière par Voland et ensuite il chute, je crois. Pas. Il se refait doubler quand il chute. Ok. Mais du coup, ouais, pour Tom Vialle, c'est top. Il a la plaque rouge. Après, au final, il a la plaque rouge, mais il a qu'un point d'avance. Donc, c'est celui qui finit devant. C'est lui qui finit devant l'autre, entre lui et Amaker, qui l'emporte, quel que soit. Sauf s'ils sont 21 et 22e, parce que là, c'est 0 point. Ouais. Mais à mon avis, Hampshire, du coup, on aura assez pour l'emporter, quoi. Ouais, parce que Hampshire, il y a combien de points derrière là? Hampshire, il est que 2 ou 3. Parce que ça me rappelle du coup un peu Las Vegas 2017. Entre Smith, Osborne et Savacci. Ouais. Les trois, pareil, à 1 ou 2 points peut-être le troisième. Et c'était vraiment celui qui finit. Et plein de rebondissements en plus. Donc,
Ouais, j'ai hâte de voir à la fin. Ouais, bah, ça va être chaud, je pense, le Salt Lake City. Déjà, sur les trois, c'est sûr qu'il y en a un qui va faire une erreur. Enfin, tu vois, après 5 minutes de finale, il y en aura un, à mon avis, il sera plus ou moins éliminé. Même si on pensait ça en 2017 avec Exactement. Osborne qui tombe au départ, puis au final, Smith qui s'éclate tout seul, et Savachi qui roule avec trop de stress, Avec trop 3 de balais dans le pression, cul. et qui se fait sortir par Osborne à 2 virages de la fin. Ouais, remarque, je dis ça, mais on va probablement penser après 5 minutes qu'il y en a un qui est out et peut-être qu'au final, il le sera pas. Ouais. Mm. Est-ce que tu penses qu'avec la pression du championnat, les trois de l'Est, ils se retrouvent devant pendant le face-à-face Est-Ouest à Salt Lake City? Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, avec la pression, ils vont rouler moins bien et l'Ouest va se balader devant et eux, ils se battront pour la 3, 4, 5e place? Ouais, je sais Derrière, pas un si c'est tout Digan l'un ou tout et l'autre. Je sais pas s'il y aura une grande différence avec ce qu'on a pu voir. Ouais, je dirais peut-être qu'ils joueront devant, mais il y a peut-être un de l'Ouest, tu vois, un Davis ou un Digan au final qui va peut-être survoler l'épreuve et la gagner. Et après, pour les 2, 3, 4, eux qui vont se. Parce que je pense que du coup, ils vont. Enfin, l'objectif, ça va être d'être devant et pas de calculer justement Est-Ouest pour les mecs de l'Est, quoi. D'être vraiment devant. Ah Et. bah de toute façon, ça sert à rien là. Ils ont même pas besoin que quelqu'un s'intercale. Donc, enfin, à moins d'être en dehors du top 5. Mm, mm. Mais ouais, c'est sûr que. Puis je pense qu'ils vont tous vouloir prendre un bon départ, comme Mm. toujours, mais vraiment pour essayer de s'éloigner le plus possible du chaos. Parce que oui, que ce soit Tom ou Thrasher ou Holland ou Hampshire, ils ont quand même eu du bol que Hamaker il a fait le départ qu'il a fait et qu'il ait fait le premier tour qu'il ait fait. Parce que bon, Hamaker, il a failli mourir plusieurs fois dans le premier tour. Là. Ouais, c'était chaud là, la deuxième ligne, je crois, là, le Mm. deuxième enchaînement. Même lui, il disait, il sait pas comment il a fait pour rester sur la moto, mais c'était chaud. Ouais, ouais. Mais du coup, donc, Tom Vial, plaque rouge. S'il gagne, on en a parlé plusieurs fois, il va devoir monter en 450, au moins en Supercross. Euh, Bon, il a gagné une course, mais ça paraît quand même un peu prématuré s'il fallait qu'il monte en 450 dès Anaheim 1 2026, non? Au niveau de sa progression, je veux dire, de son niveau par rapport au plateau et du niveau qu'il y a en 450 actuellement. Oui, oui, oui. Bah après, enfin, je me dis, ça se trouve, on aura une bonne surprise, que son pilotage, même si c'est pas un grand gaillard ou quoi, peut-être que son pilotage maturerait bien une 450, tu vois, je sais pas. Mais oui, oui, c'est sûr que de toute façon, c'est pour ça que moi, je relativisais de cette façon-là en me disant, bah, s'il gagne pas, il lui reste une année en 250 et Oui, c'est pas plus mal, au contraire. Ça lui fera une année d'expérience en plus, donc ouais, c'est encore mieux. mais DV, il disait la même chose là sur le débrief de Pittsburgh avec Hugo. Il disait que c'est peut-être aussi, ce serait pas plus mal aussi, quoi. Ouais. Ouais, Parce donc que faire là, il n'y a exprès à pas eu Salt Lake, la. t'imagines? Faire exprès à Salt Lake de. Ouais, bah, limite, même si, enfin, à l'époque où c'était des points qui te faisaient quitter la Bah catégorie, oui, il y en a qui le faisaient. Ah non, ouais. non, je suis blessé, juste pour pas atteindre le seuil de points. Donc, c'est sûr que le problème, c'est que de toute façon, je pense pas que KTM approuverait. Tu vois, autant à l'époque où c'était pour des points et que Ouais. ça te faisait quitter la catégorie, les teams généralement étaient même ceux qui poussaient les pilotes à le faire parce qu'ils étaient déjà engagés sur tant d'années dans la catégorie 250, que par exemple quand c'était Geico, ils avaient pas de team 450. Pro Circuit, pareil, ils n'ont pas de team 450. Tu avais quelques teams comme ça qui étaient vraiment que 250. Donc quand tu avais quelqu'un sous contrat, bah, soit tu créais un team 450 comme ils avaient fait une fois, bah, ils avaient fait ça pour Brock Tickle. Chez Pro Circuit, ils n'avaient pas créé un team 450, mais du coup, ils avaient développé une 450 et tout, et ils avaient aligné Tickle en 450 chez Pro Circuit quand il avait été obligé de monter. Et je me demande si chez Geico, ils avaient toujours Windham, ils avaient que Windham, et quand Windham est parti, du coup, quand Tomac est monté, ils ont pris Tomac. Alors, est-ce qu'ils lui ont proposé une année de plus ou est-ce qu'il était déjà sous contrat et ils ont dû le faire, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que à cette époque-là, du coup, les teams, ils étaient quand même impliqués dans le fait de rater des courses et de prétendre être blessés. Et C'est ça. puis, tu les Mais empêchais pour un pas de titre, gagner un titre, surtout. ouais, c'est ça. Mais de toute façon, KTM, au final, ils embauchent Tom Vial pour gagner le titre. Et donc, je pense pas qu'ils lui disent ouais,
ça risque d'être chaud pour toi les 450 l'année prochaine, surtout que le contrat de Tom Vial arrive à terme à la fin de cette année. Donc, ils sont même pas obligés de l'aligner en 450 l'année prochaine s'ils pensent que c'est juste. Et cependant, ils peuvent quand même gagner un titre Supercross et après, dans les magazines, faire des pubs comme quoi la KTM est championne Supercross en 250. Quoi. Donc, à mon avis, ils encourageraient pas et même s'ils pouvaient prouver que Tom Vial a saboté son championnat, je pense qu'il pourrait y avoir des répercussions même. Mais, et puis surtout que même pour Vial, en vrai, tu te dis, c'est pas parce que je le rate là cette année que je suis assuré de le gagner l'année prochaine. Non. Et que l'année prochaine, quoi qu'il arrive, ce sera la dernière année du coup. Ouais. Donc en soi, tu te dis, là, si je fais le choix de volontairement ne pas le gagner et m'asseoir sur ce championnat-là, bah, j'en aurais peut-être pas d'autres en fait, en Supercross 250 en tout cas. Donc c'est aussi une décision, je trouve difficile à prendre, même pour le pilote déjà, si même lui était le seul décisionnaire par rapport à son futur, etc. Je trouve que c'est chaud à prendre et effectivement là le team c'est pour un titre, donc c'est pas juste pour si tu la rates tu finiras à 4 au lieu de 3 au lieu de 5, enfin donc quand c'était des points c'était un peu plus facile de faire ça. Je crois que Thrasher il a pas expérimenté ça du coup justement, c'est pas le dernier pilote à avoir expérimenté ça par rapport à la limite de points et du coup de... Parce que je me souviens qu'il y a Jérémy Martin qui l'avait fait. Ouais, Martin il l'avait fait. Oh, Davalos il l'a fait. Mais je sais pas, vu que Thrasher c'est un peu la nouvelle génération, je sais pas si lui, depuis qu'il est là et qu'il a gagné. Il a eu à le faire, Thrasher, je suis pas sûr. Mais ouais, je sais plus non plus, parce mais bon. qu'en plus il a eu pas mal de blessures aussi dans sa carrière, Thrasher, donc je suis pas sûr qu'il ait eu à faire exprès de. Parce que je sais depuis quand là cette règle là justement que c'est plus au niveau des points et que c'est. Ça commence à faire un petit moment, hein. Je crois que ça date de 2020 ou 2021, genre aux alentours du dernier titre de Dylan en 250. Okay. Donc, bon, on est d'accord, toi et moi, pour se dire que, au vu du niveau et de Tom Vial aujourd'hui, s'il devait monter en 450 l'année prochaine, ce serait tendu. Est-ce que tu penses que sur les 11 courses d'outdoor, il peut passer ce cap où d'un seul coup on le voit peut-être survoler la catégorie au moins en motocross et se dire que c'est plus rassurant pour le passage en 450 l'année prochaine? Ou est-ce que même s'il gagnait, je sais pas moi, 6 courses sur les 11 en outdoor avec au minimum, je sais pas, 7-8 manches, tu te dirais quand même, le motocross c'est top, il a dominé le championnat, mais c'est autre chose que le supercross. Et en plus du motocross, il est déjà 2 fois champion du monde MX2. Et en supercross, il faut quand même voir. Est-ce que en fait, une très bonne performance en outdoor te rassurerait pour toute l'année en 450 l'année prochaine, ou est-ce que ça te laisserait un point d'interrogation pour le supercross? S'il survole la catégorie, oui. Tu te dirais après, ce sera peut-être un profil comme Dylan, justement, où en outdoor, on compte vraiment sur lui, et même en 450, il va être compétitif et il va jouer devant. Et le supercross, un peu plus difficile, mais avec pour objectif un peu comme un Cooper, Justin Cooper, qui a son rythme petit à petit, prend de la vitesse et monte en résultat, quoi. Donc, mais là, moi, à l'heure actuelle, les prédictions que j'ai envie d'en faire, je vois pas un Vial dominer son sujet en motocross non plus, bien que encore une fois j'aimerais bien, hein, j'aimerais que ce soit un peu comme en MX2 là et que voilà, ce soit Vial et qu'ils se mettent pas par terre, hein. Difficile de voir quelqu'un d'autre qui botte les fesses un peu de Digan aussi, mais ça va être chaud parce qu'effectivement en plus on a un Davis qui vient se mêler à la partie et donc on sait pas ce qu'il donne en motocross, mais de manière générale, quand t'as pas eu de blessures, beaucoup de blessures encore, le motocross est quand même un peu plus naturel que le supercross, quoi. Donc à voir. Ouais, après, il paraît que Davies, il a fait beaucoup de supercross en Nouvelle-Zélande, qui s'est beaucoup entraîné en supercross et qu'a priori, il serait meilleur en supercross qu'en motocross à l'heure actuelle. Mais effectivement, on verra ça cet été. Je viens d'avoir une idée pour Tom Vial, c'est bon, j'ai résolu le problème. Il n'y a pas vraiment de problème, mais là, il nous gagne Salt Lake, enfin, il nous gagne le titre à Salt Lake, il fait sa petite saison d'outdoor. Après, il signe son contrat à 450 chez qui il veut, il fait le World S6 pour bien se préparer, déjà avoir des tombées de grille, un peu de compétition en supercross et bouffer du supercross vraiment non-stop de septembre à janvier, quoi, et puis même jusqu'à mai l'année prochaine, quoi. Et il sera bon en 450 supercross. Il va pas gagner le titre, pas l'année prochaine, mais déjà il fera toutes les finales et il accrochera du top 10 régulièrement.
Je sais pas, mais par contre, je voulais revenir sur un truc, c'est justement le petit point mercato, chaise musicale, là, Ouais. parce que j'ai écouté aussi ce que David disait, et ce que lui suggérait, c'était, enfin, qu'il y avait une option qui était possible, c'est que s'il gagnait pas le titre, c'était pas l'épisode là de cette course-là, celui Mhm. d'avant, que s'il gagnait pas le titre, bah, qu'il aille peut-être toquer à la porte du HRC, vu que Shimoda devrait partir. Eh oui, il paraît. Et que du coup il prendrait la place de Shimoda et de signer un truc sur 3 ans par exemple, une année, dernière année en 250 et après 2 années en 450 derrière les frères Lorenz, tu vois. Ouais. Et donc il disait que voilà, niveau sous ce serait pas incroyable, mais que ça lui assurerait déjà une bonne moto sur laquelle il a le temps aussi, pas de pression pour performer, etc. Mais du coup moi ça soulève un point, ça je voulais pas spécialement rebondir sur cette idée là, ça soulève un point, c'est qu'à la base les Conan étaient attendus chez HRC en 250 aux US. Et que là, je viens de voir un article ce matin aussi qui disait que Conan, Lucas en tout cas, était sous contrat encore l'année prochaine avec KTM en 450. Ouais, de ce que j'ai entendu, Sacha viendrait peut-être dès l'année prochaine aux US et pas Lucas. J'ai entendu bon. ça récemment aussi. C'est vrai que j'ai oublié de soulever et qu'on n'en a pas discuté, mais j'ai entendu ça, ouais. Après, à voir, hein, je sais pas, les contrats, quand les mecs sont motivés, ils savent en sortir aussi. Donc, Ouais, mais ce serait. Stewart, il était sous contrat chez Yamaha quand il est passé chez Suze, Ouais. quand il a pris sa première retraite à Houston en 2012. Donc, oui, mais c'est vrai que je me disais, en vrai, il y a le. Si jamais on trouve si jamais lui trouve qu'il est un peu juste en Supercross, tant bien, il y a aussi toujours, tu peux faire le World SX et ça, je pense que ça aide un petit peu à faire plus de. Enfin, c'est plus de pareil, Supercross. KTM. S'il Après, est chez KTM, je suis pas persuadé que KTM le laisse faire le World SX. après, Parce qu'en plus, il faut qu'ils alignent 2 pilotes obligatoirement. Il y juste, a ces histoires-là au World SX. oui, mais non, il peut se greffer en wildcard avec un team KTM, tu sais, comme Thomas l'a fait. Genre Thomas Ah qui oui, et était puis supporté dans par. le team. C'était comment ça s'appelait son team Je sais plus. Mais ouais, le team Yamaha GSM. Yamaha, je crois. Mais non, GSM, c'est celui de Serge Guidetti. Ouais, mais c'est ça. Bah, Honda, c'est dans ce team-là qu'il a fait le World SX. Ouais. Et donc, bah, si, c'était le team GSM, supporté par Star Racing. Et bon, en fait, ils étaient même pas parqués ensemble, je crois. Mais Je suis pas sûr que c'était mais- GSM. Hein. non, t'as raison, peut-être pas. Non, il y en avait un autre là avec. J'allais dire Matmos, mais Matmos, je crois qu'au final, il était sur Bud Racing. Je sais pas de quoi je Et parle. CGR ou un truc comme ça, là, Yamaha. Enfin, non, Bon, faut arrêter de mettre 3 consonnes aussi, les gars. Pour un mec un peu dyslexique comme moi, c'est compliqué. non, je sais plus, mais non, c'est pas celui de Guidetti. Je me souviens, ça Ok. m'aurait marqué quand il Bon. l'aurait dit qu'il est dans ce team-là, supporté par Star Racing. Mais au final, il roulait sur sa Star Racing, oui. quoi. Ouais. Et peut-être qu'il y avait juste le carburant qui changeait parce qu'il y a des normes selon les continents sur lesquels tu te trouves, quoi, et les pays. Mais bref, il était sur sa Yamaha Star Racing. Ouais, par contre, je voulais juste revenir parce que Thrasher, il driblait les whoops toute la finale. Mais il entrait dans les whoops de Tom. J'enroule 2, 2, 3, 3. Il y a eu, franchement, c'est pas grave, on dira que j'ai une grande gueule, mais il y a eu un tour. Moi, j'ai dit à Stouff, j'ai dit, mais avec ma gamme d'origine, j'entre plus vite. Dans ces whoops, c'est pas possible. Non, mais c'était pas possible. Non, c'est sûr que l'entrée était très très lente. Après, je pense qu'il faisait ça pour se mettre bien en place pour pouvoir faire le surtable derrière et terminer avec le dernier 3 des whoops bien propre pour pouvoir faire le 3 derrière parce que ça faisait quand même perdre beaucoup de temps aussi quand tu le ratais, que tu faisais que 2, 3. Donc, je pense que c'est vraiment pour ça que dès l'entrée des whoops, du coup, il voulait s'appliquer et qu'il n'allait pas tenter de faire des 3 directement. Après, voilà, j'ai vu des photos aussi où c'était très, très plein d'ornières en fait la première grosse des whoops. Donc c'est peut-être ça aussi ce qui faisait qu'il se sentait pas d'aller même ne serait-ce que taper, tu vois. Webb c'est ce qu'il faisait, il sautait mais il allait quand même taper la première, ce que Sexton ne faisait pas non plus. Tu vois, Webb il le fait et la piste elle est encore plus défoncée pour Webb. Ouais. Donc après il a aussi plus de puissance dans sa moto, et mais puis bon. Il y a un package, un bagage technique aussi, je pense, qui est un peu plus développé quand même chez Webb ou dans des ornières comme ça sur une piste de Supercross, un Webb est quand même plus à l'aise qu'un Vial. Tu penses que c'est techniquement que ça se joue ou que c'est psychologiquement? Oh, alors là, la limite, je trouve qu'elle est fine, quoi. C'est avoir les couilles de le faire et après, oui, je pense qu'un Vial à l'entraînement, peut-être, tu vois, où il n'y a pas gros à perdre parce que t'es pas devant tes concurrents et que t'es toi tout seul à l'entraînement. Je pense que ça le fait, ça passe.
maintenant en condition de course, devant, il sait qu'il est devant ses deux rivaux et que du coup il va marquer des points sur eux. Et donc, faut pas tout capoter maintenant. Ce serait bien d'aller chercher le mec de devant, mais à la fois, si tu restes à cette position-là, encore une fois, tu marques quand même Ça des va points aussi. et voilà, c'est quand même bien pour toi. C'est quand même positif. Puis peut-être qu'il savait que Thrasher avait pas le physique et qu'il l'aurait à la fin. Ouais, Thrasher, il a parlé de physique, lui. Bah, il en a pas parlé, mais ça s'est vu. Je veux dire, là, tu peux me dire tout ce que tu veux, Thrasher, mais ça se voit que. Alors, peut-être que c'est ton doigt qui t'a fait mal après 10 minutes, j'en sais rien, mais. Je sais pas, mais parce que Il y a les eu une autres baisse de courses, tu vois, il régime, n'y quand avait même. pas forcément de pépins physiques, quoi. Ouais, mais après, on n'a pas vu en fait Thrasher performer sur 15 minutes parce qu'on l'a vu au Triple Crown, mais c'est des courses plus courtes. Et la semaine dernière, il tombe au bout de 5 minutes, il tombe à la réception du triple Thrasher. Et sinon, après les autres courses, on l'a pas vu bien placé, tu vois. Donc sur 15 minutes, en fait, on l'a pas vu performer. Puis après, je sais pas, peut-être qu'il a roulé aussi crispé et que du coup, à la fin, il avait mal au bras. Il était en tête toute la manche. C'est aussi possible, mais puis ça fatigue plus de dribbler les hoops comme il le faisait, surtout s'il le fait accrocher au guidon. Mais non, je pense pas que Tom se disait de toute façon Thrasher il va faiblir et je vais l'avoir à la fin. Mais oui, c'est vrai que du coup, dans la position à laquelle il était, il avait plus à perdre qu'à gagner encore une fois. Voilà, donc je pense qu'il a assuré. Et puis c'est vrai que c'est souvent c'est son état d'esprit quand même, Avial, qui va pas prendre beaucoup de risques et qui va jouer petit et qui va assurer. Donc ça se donc comprend d'autant plus après sa chute des essais où je pense que ça refroidit un petit peu aussi. Mais parce que il s'en sort très bien, mais ça aurait pu être très moche. Oui. Clairement. Et après, il y a eu d'autres moments où il faisait double, triple, et ça va. Il y avait un peu de vitesse et tout. Mais il y a eu 1 ou 2 tours où vraiment, il est rentré à l'arrêt, quoi. Tu voyais, il freinait avant les whoops. Et heureusement que en fait, je m'étais fait spoiler. Je connaissais le résultat de la finale, mais d'un autre côté, je me disais, si je connaissais pas le résultat de la finale, je me demande comment je l'aurais vécu, parce que je pense que j'aurais crisé quand je le voyais rentrer à l'arrêt dans les whoops, et qu'au contraire, j'aurais été comme un fou quand je le vois rattraper Thrasher sur la fin de la manche. Et ouais, je me demande bien comment je l'aurais vécu, parce que bon, là, au final, j'ai suivi, mais en sachant qu'il allait gagner. Manqué de lucidité dimanche matin, j'ai traîné sur Instagram alors que j'avais pas encore vu la course devant mon petit déjeuner. Mais bon, je crois qu'on a couvert le sujet Tom Vial, mais si on va parler quand même. Oui, puis pour revenir un petit peu sur les hoops, Voland derrière avec son frein à main et sa jambe engourdie, il faisait double, triple. Je crois que je l'ai vu faire double, triple, quadruple de Justin Cooper à un moment donné. Donc il le faisait déjà en qualif et je crois qu'il l'a ressorti aussi en finale. Et Max Voland, il était derrière Tom Vial. Donc il avait le terrain encore plus défoncé que Tom Vial à chaque fois. Il y avait un passage de moto en plus. Ouais, de fait. C'est mathématique. Non, mais on pourra pas dire que la piste était moins défoncée pour Max Voland, quoi. Après, il a une yam. Ça, on peut le dire. Même s'il y a un frein à main, il a une yam. D'ailleurs, ils ont montré un peu plus, mais il a même pas un vrai levier. Genre, ça a l'air d'être un truc vraiment artisanal, son levier de frein arrière, du coup. Bah ouais, il est court pour qu'il puisse se switcher de l'embrayage. Il est court, il est super épais, il a pas une belle forme de levier. Oui, il a été usiné sur mesure. C'est pas ton Scar, quoi. Non. Non, il est usiné sur mesure, son truc là. Mais moi, il y a quand même un truc qui me perturbe chez lui, c'est comment tu peux rouler sur les pointes, en fait, avoir un pied qui s'appuie sur ton repose-pied, et une moto se contrôle avec les jambes, quoi, mais ne pas pouvoir toucher ton frein arrière, quoi, avec le pied. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il a du mal au niveau de bien bouger la cheville. Ouais, mais ça, je veux dire, t'en as besoin, quoi, ne serait-ce que quand tu fais une je crois que c'est flexion comme ça de la cheville. Ouais. Quand tu fais une flexion comme ça et que tu remontes, du coup, là, tu uses de ta force, du mollet et tout pour remonter et que tu es sur les pointes, je me dis, c'est pareil que quand tu avances et que tu appuies. Enfin, vraiment, j'ai du mal à. Non, ou peut-être qu'en fait, une fois qu'il pose son pied sur le repose-pied, il le retire pas. Enfin, remarque, il le retire dans les virages à droite, j'imagine. Mais le repose-pied, c'est plus gros et c'est stable. Donc peut-être qu'il arrive plus à le sentir que sa pédale de frein, tu sais, qui descend. Et du coup, il ne sait pas s'il appuie dessus ou s'il appuie à côté, parce qu'il a du mal, tant qu'il n'est pas en train d'écraser la pédale de frein, d'avoir son pied qui est vraiment retenu, il a du mal à sentir s'il touche quelque chose ou pas. Ça doit être ça l'histoire, je pense. Ouais. Alors qu'au niveau du repose-pied, de toute façon, il le sent déjà aussi tout de suite au niveau de son genou et de sa cheville et tout, qu'il est maintenu, quoi, qu'il a bien le pied dessus. Et premier podium de carrière, du coup, pour Max Voland. Ouais.
Belle performance. Il y a des fois, il roule vachement bien quand même. Et puis, je trouve qu'en plus, techniquement, il est bon quand même. Il a une bonne posture et tout. Tu vois, l'enchaînement, pareil, où Vial s'est mangé aux essais. Ça faisait 2-3-3. Du coup, quand il prenait un peu sur l'extérieur, là, qui faisait le petit 2 avant, lui, il faisait tout debout, là, par exemple, en qualif, quand Hampshire, le 3 du milieu, il le prenait assis. Ah ouais. Donc, ouais, il y avait plein de petits trucs comme ça. Ou pareil, ouais, sur la moto, enfin, il fait plus en contrôle aussi, plus souvent debout comme Shire. Pas trop difficile à faire, mais. Plus mobile. Ouais. et puis, tu voyais qu'il en voulait quand même. Et ouais, non, il est. Là, tu te dis, quoi, c'est quand même dommage ce qui lui est arrivé, quoi, un peu la descente aux enfers avec ses blessures, parce que au départ chez KT, puis chez Pro Circuit. Ça commençait bien la saison chez Pro Circuit l'année dernière, quand même, avant qu'il se blesse. Je m'en souviens plus très bien. Je crois qu'il gagne sa hit à Anaheim, et je me demande s'il fait pas 4 du coup de la finale, mais dans une position de podium pendant longtemps, et il a un peu faibli sur la fin. Et je sais même pas si on l'a vu sur la deuxième course, du coup, Voland. Donc ouais, c'est un peu dommage, mais après peut-être qu'il va développer quelque chose et puis peut-être être en lice pour un titre en 250, ce serait beau. Ouais, ce serait très stylé. Bon, évidemment, le Brab Show vous est présenté par MGT Design pour tous les kits déco 200% perso, KTM, Husqvarna, GasGas, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Honda, Beta, Triumph, bientôt Ducati. T-Max. Quoi, tu fais pas T-Max? Si. Il fait tout. Chez MGT Design, ils font tout. Et pour les demandes de kit déco 200% perso, c'est @mgtdesign-mix sur Instagram. C'est des décos 100% je sais pas quoi, 200% perso pour un client 300% satisfait. 100% créative. 100% créative, les décos. C'est-à-dire que si vous voulez une déco OnlyFans comme Carnin ou un truc Batman, tout est possible. En parlant de ça, en plus, il y a une tenue, parce que du coup, MGT Design, il y a aussi les tenues avec MGT Design-du-bas Racewear sur Instagram. Il va me voler mon boulot. Non, mais on a sorti du coup une tenue, on m'a demandé avec le sponsor OnlyFans, donc ça m'a fait rire là, parce que tu es en train d'en parler, c'est la première fois que je plaçais ce logo-là. Et ben voilà. Du coup, tu as dû le vectoriser. Ouais. Et donc, MGT Design Racewear vous permet aussi de gagner une tenue de 100% perso en participant à notre concours pronostic. Il suffit, dans les commentaires de la vidéo, encore une fois, de nous donner votre pronostic. Qui sera champion 450, qui sera champion 250 Est et qui sera champion 250 Ouest. Et c'est l'heure du pronostic de Mr. Brap, présenté par MGT Design Racewear. Alors, ton pronostic pour le titre à l'Est? Avec une course restante, et on penserait, j'arrête pas de le dire chaque semaine, on penserait qu'en se rapprochant de la fin, ce serait plus simple de choisir un vainqueur, et c'est de plus en plus compliqué, quoi. Ah, je mettrais Amaker. Aïe, il met le billet sur Amaker. Il ne croit plus en Vial. Et je sais même pas si ce sera le titre de la vidéo. Il ne croit plus en Vial. Je sais même pas si c'est ce que je veux, ce que je pense que ça va. Enfin, si, on va dire d'une manière très 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 objective, je pense plus à un Amaker. Mais et ce que j'aimerais, je me dis, ben voilà, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, peut-être que ça peut être une bonne chose pour Vial de refaire une année en 250, mais dans quelles conditions, tout ça. Enfin bon, voilà, il y a plein de points d'interrogation. Donc j'avoue que par rapport à ce qui serait le mieux, si j'avais le choix, tu vois, si c'est moi qui décidais, bah tiens, Vial tu gagnes ou Vial tu gagnes pas et tu fais une année en plus, je sais pas. Même là, je ne saurais pas trop quoi choisir. Mais à la fois, on sait que Vial aussi, pour le coup, il gère la pression, je pense. Alors après, c'est les rumeurs sur lui qu'il gère très bien la pression parce qu'il a l'habitude justement d'être devant avec ses années GP. Je crois que Musquin dit pas mal ça, qu'il a l'habitude de gérer quand il est devant et que pour lui, c'est pas trop un stress d'être en première position et de savoir qu'il y a ses rivaux derrière. Au contraire, qu'il est peut-être mieux dans cette position-là que dans la position du chasseur, quoi, de voir ses rivaux devant lui et de se dire bah là il faut que je redouble d'efforts, que quand il est devant je pense qu'il est un peu plus serein, donc ouais, on va voir, hein. Ok, moi je pense que je pronostiquerai Hampshire, et justement je m'appuie sur l'expérience. Il était déjà dans une situation similaire l'année dernière, il l'a fait, il est plus vieux, Hampshire, et en fait, ça va être, comme dit DV, c'est une grenade dégoupillée, mais donc après, soit elle explose pas, quoi. Mais, donc, voilà. Je pense que si la grenade n'explose pas, elle peut gagner un deuxième titre. Hampshire qui va, a priori, d'après les bruits, ne pas faire l'Outdoor 450. Ah bon ?
Bah, je crois que son poignet le dérange encore trop et qu'il va plutôt aller faire réparer son poignet, ouais. Ah. De ce que j'ai entendu. Mais à voir. Ne me citez pas là-dessus. Mais bon, si jamais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas Hampshire à Fox Raceway, vous pourrez dire que vous l'avez entendu sur le Brab Show. Bon, bah écoute, c'est tout pour la catégorie 250 pour ce Supercross de Pittsburgh, non? Bah ouais, je crois. Et ben on va passer au gros bras, au 450. Et là, j'ai la question du jour. Est-ce que c'est fini pour Sexton? Non, c'est pas fini. Attention, hein, pas sa carrière. Je parle juste pour le titre Supercross 450 2025. Non, c'est pas fini. C'est un peu plus délicat, un peu plus compliqué. Il est de nouveau à 12 du coup là? Et ouais, 12 points de retard et 2 courses restantes. Ouais, Sachant que pour marquer 6 points, la meilleure façon de marquer 6 points, il faut qu'il gagne et que Webb finisse 4. Et donc ça ferait 7 points d'écart. Mais du coup, il faut qu'il en gagne une et que Webb finisse 4. Et il faut que l'autre, il la gagne et que Webb finisse 3. Pour gagner le titre. À égalité de points encore une fois. Donc 1-4 et 1-3? Ouais. Pourquoi? Parce que s'il fait un 4 et qu'il marque 3 points, il marque 6 points, il lui en reste que 3 à marquer du... Ah non? Non, il y a 12 points d'écart. Et si Sexton fait premier et que Webb fait 4 à Denver, alors Sexton, il marque 7 points sur Webb, donc il n'en a plus que 5 de retard. Et donc si Sexton refait premier à Salt Lake City et que Webb fait 3, il récupère justement ces 5 points-là. Et donc là, ils sont à égalité de points. Et comme Sexton aura gagné plus de finales, Sexton gagnera le titre. Mais si Sexton gagne à Denver et que Webb fait 2, alors là, il y a 10 points d'écart. Et du coup, il va falloir que je compte un petit peu en direct. Mais à Salt Lake City, si Sexton gagne à nouveau et qu'il cherche à marquer 10 points sur Webb, il faut que Webb finisse. Alors, donc 3, ça fait 5 points, on l'a dit. 4, ça fait 7. Puis après, c'est plus que 1 point. Donc 8, 9, 10. Il faut que Webb finisse 7e ou pire. Donc concrètement, il va falloir casser un truc sur la moto, quoi. Ou sur le bonhomme. Mais... Ah, donc je te repose la question, est-ce que c'est fini pour Sexton? Non, c'est pas fini, c'est plus compliqué. Je te réponds toujours la même chose. Ouais, mais c'est pas un peu plus compliqué. Non, c'est sûr, surtout qu'il n'y a pas d'adversité, quoi, en fait. C'est les deux qui finissent 1 et 2. Ça fait combien de courses là qui font 1 et 2? Je pense que ça fait au moins 4 de suite. Hein. Voilà, donc pour intercaler quelqu'un, il va falloir jouer un peu au chat à la souris et s'amuser à se bloquer un petit peu, tu vois, Sexton, et voilà, il faut qu'il soit suffisamment à l'aise et tout pour le faire. Ou alors tourner du mauvais côté au premier virage pour sortir le gars. Ouais, voilà. Et voilà, on connaît l'état d'esprit des deux, tu vois, je pense pas que ni l'un ni l'autre, ce serait quelque chose qu'ils auraient fait. Webb peut-être un peu plus que Sexton, tu vois, dans le scénario inverse. Je crois qu'on l'a déjà vu faire ça un peu avec Thomas quand même, aller un peu tout droit en sortie de premier virage pour essayer de le mettre un peu dans une position délicate. Mais voilà, ça reste respectueux, je pense, entre les deux. Donc il n'y en a pas un qui ira sortir l'autre. Voilà. Mais je pense que Sexton le fera peut-être s'il a l'opportunité de le faire, mais sans que ce soit non plus un dangereux ou un attentat, tu vois. Mais oui, s'ils sont côte à côte au premier virage et que la botte de paille elle est pas loin, bah je vais prendre toute la place, quoi. En fait, c'est pas je vais te rentrer dedans avec ma roue avant, mais je vais prendre toute la place pour m'assurer que soit tu freines et tu perds beaucoup de position, soit tu vas dans la botte de paille et tu perds beaucoup de position. Mais ouais, il va falloir réussir à être dans la position qui permet de le faire. Surtout que maintenant, si je suis Webb, je cherche plus à être premier aux essais. Je cherche pas forcément à gagner ma heat. Comme ça, je peux choisir ma place sur la grille en fonction de Sexton et je suis tranquille, tu vois. Ouais. Bon, moi, je pense que cette victoire de Webb à Pittsburgh, c'était la fin pour Sexton et KTM. C'est le clou dans le cercueil de la collaboration Sexton-KTM, à mon avis. Ça va pas durer très longtemps, quand même. Non, que 2 ans, mais c'est pareil, Sexton dans les hoops. Mais je sais pas pourquoi il a arrêté de dribbler, parce que alors peut-être qu'il s'est fait peur et qu'on l'a pas vu à l'écran, mais ça allait, quoi. C'était mieux que quand il sautait. Pour lui, en tout cas, peut-être qu'il perdait quand même du temps sur Webb dans les hoops, je sais pas. Je dirais pas oui, mais peut-être. C'était kiff. Mais Sexton qui saute par rapport à Sexton qui dribble allait plus vite. Et en plus, Sexton qui dribble n'est pas sorti de la piste, alors que Sexton qui saute est sorti de la piste, quoi. Donc, et que sans ça, tu vois, sans cette sortie de piste aussi, parce qu'il est revenu encore après la sortie de piste. Mais à la toute fin, par contre, il n'y arrivait plus. Pas que les ouf, mais je veux dire, à la toute fin, il n'arrivait plus à recoller Webb, ouais.
sur les puis il a 5 fait dernières aussi minutes. une erreur après dans le double trip justement là après la ligne de départ. Il a refait que des doubles à un moment donné, donc là c'est pareil, ça a réécarté à peut-être 3-4 tours de la fin. Mais franchement, moi j'ai pas compris, hein. J'avais l'impression qu'il prenait son temps derrière Ouais. et qu'il a pris son temps 20 minutes en fait. Et en fait, peut-être qu'il était juste pas très à l'aise et qu'il poussait autant que Ah, parce que possible. déjà quoi. en qualif, au final, c'est pareil, il s'est fait doubler par. Mais tu vois, ça, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a pas changé cette trace-là, quoi. Celle où il allait dans l'extérieur dans le premier virage, là, Dans la ça allait trajectoire pas. Ouais, c'est comme ça Hmm. qu'il s'est. Non, non, non. Après, Ah oui, oui. le premier virage, euh, il s'est fait déposer par Cooper ici en qualif. Et en finale, il continuait de le faire. Webb prenait la toute première à l'intérieur et il faisait le même enchaînement. Debout aussi, il n'avait pas besoin de s'asseoir, je crois. Il allait plus vite. Enfin, il gagnait du terrain quoi, à le prendre complètement à l'intérieur plutôt que d'aller chercher plus loin. Il n'avait pas le double de vitesse. Et quand tu vas chercher un extérieur, il faut que tu aies le double de vitesse quoi, si tu veux compenser. Et là, pour moi, c'était erreur. Et les whoops, effectivement, où il s'est mis à sauter alors que il n'y avait pas spécialement besoin. Quand il driblait, c'était pas incroyable, mais c'est sûr que non, ouais, il perdait pas de temps en tout cas quand il driblait. Puis, ouais, je sais pas, après nous de la télé, on les voit pas, les whoops, on sait pas comment ils sont, mais il a pas essayé, tu vois, la trajectoire tout à gauche pendant un moment où Webb en qualif, je crois que c'est là-bas qu'il driblait. Il recoupait, il allait prendre tout à gauche. Peut-être qu'il était Roxane plus frais aussi, parce qu'on a pas. il driblait là. Je sais plus si c'était en Ouais. hit ou en finale. Et mais puis on ouais. a vu Ferrandis aussi les dribbler, les whoops à droite, à gauche, au milieu, peu importe. Voilà, ça driblait, ça passait Il est quoi. quand même bon, Ferrandis, dans les hoops. Je vais pas dire qu'il est exceptionnel ou quoi, mais tu vois, enfin, il fait partie des derniers gars à aller sauter des hoops, quoi. Ouais. Et en plus, il les dribble, mais il est pas là à avoir l'arrière qui va à gauche, à droite, au ralenti. Il est vachement Il sur est- l'arrière, mais Ouais, non, ça passe bien. Ça passe bien, ça passe. Oui, parfois il y a peut-être des petites frayeurs ou quoi, mais ouais, et puis pas au ralenti non plus, quoi. Enfin, il les dribble et il va plus vite que s'il les sautait. Ouais. Après, c'est vrai que dans les whoops, si tu faisais le double, triple, quadruple de Justin Cooper, c'était pas trop mal. Ça allait bien. La hit de Justin Cooper, elle est folle quand même. Mm. Là, j'ai pas compris, moi. Je vois Sexton à revenir sur Plessinger, je me dis, oh là, Sexton, il est facile. Et puis, tu sais, j'étais en train de dire, alors là, il m'a fait tellement mentir, Justin Cooper. J'étais en train de dire à Stouff pendant la hit, je lui ai dit, c'est marrant parce que quand tu arrives vers la fin, les dernières épreuves, tu vois vraiment que tu as les mecs qui sont en bataille pour le titre, ils sont réglés, la moto, elle est peut-être pas parfaite, mais ils savent ce qu'elle fait et tout, et ils se retrouvent toujours devant et ils sont vraiment au-dessus du lot. Et je disais ça en voyant Sexton revenir sur Plessinger, qui pourtant Plessinger est en forme en ce moment, mais voilà, Sexton était un cran au-dessus en début de Zahit. Puis il se fait rattraper d'abord par Justin Cooper, il rentre dans l'écran, tu dis mais d'où il vient? Puis après il le double et il double Plessinger et il s'en va Justin Cooper et d'un seul coup tu vois Sexton qui se fait même distancer par Plessinger aussi. Et ouais, et Justin Cooper, je me suis dit mais enfin, encore une fois, tu vois, ça a fait mal à mon cerveau parce que c'est pas la vision que j'ai de Justin Cooper. Il est pas censé faire ça. Il peut être bon, il peut gagner des hits même, mais pas comme ça. Pas tes 5 secondes derrière Sexton et en 3 tours, tu lui mets 10 secondes dans la vue presque. Mais bon, c'est pour ça que je suis pas team manager et que c'est pas moi qui signe des pilotes. Parce que j'imagine qu'il y a quelqu'un chez Star Racing Yamaha qui a vu ça chez Justin Cooper depuis toujours et que c'est pour ça qu'il est là et qu'il continue de progresser et de petit à petit faire de très bons résultats. Ouais. Mais j'avais noté sinon très bonne moitié de finale de Dylan. Ouais. Il remontait et je crois qu'il était dans le top 5. Oui. Et Il remontait oui, aussi et sur je disais, Roxane, ouais, je il y crois, avait moyen pour la d'aller chercher 4e place. Roxane, mais pareil, physiquement, il en a manqué. Et il l'a dit, j'ai écouté là, son interview sur le Big qui disait Ouais. qu'il avait plus de jus et qu'il avait que 10 minutes, 10-12 minutes en lui, quoi, et qu'après c'était fini et que toujours des pépins physiques, il a du mal à récupérer. Et quand il se donne comme il s'est donné la semaine dernière, la semaine après il prend du temps à récupérer, donc il peut pas trop s'entraîner comme il l'aimerait. Et là, il disait ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une pause de 2 semaines et qu'on reparte quoi, en supercross encore, parce que là je me sens bien, je suis à l'aise, etc. Mais c'est physiquement, j'ai du mal quoi. Ouais. Ah, c'est dommage. Hein. Et il y a un mec dans les commentaires qui a mis un bon steak de cheval et ça repart. Allez, les diététiciens des commentaires, quoi, les nutritionnistes d'internet. Ouais, puis surtout, je crois qu'il avait repris justement de la viande dans son alimentation. Tu nous avais dit dans le podcast qu'il était plus vegan justement. Ouais. Parce que... Par rapport à ça, mais encore des pépins. Ouais, c'est dommage et c'est bizarre, mais bon.
peut-être un truc à la Roxane. Il a l'air d'avoir un peu ce souci-là aussi, hein, en vrai. Depuis ses opérations au bras, Roxane, physiquement, il a toujours du mal, quoi. Il n'a jamais été létal sur 20 minutes, quoi. Non, c'est sûr. Ouais, on a parlé de la hit de Justin Cooper. Je sais pas si on a plus à dire sur Sexton et Webb, quoi, mais... Est-ce que si t'es Sexton, du coup, là, à l'entraînement, tu dis, bah, de toute façon, en Supercross, quand tu es à l'aise, Webb, il a rien pour moi, donc je vais juste... normalement, c'est des terrains qui vont être plus type côte ouest, bah, de toute façon, c'est la côte ouest, mais qui vont être plus durs, moins d'ornières, moins défoncés, et ça joue généralement plus en la faveur de Sexton. À Skip, ça joue aussi plus en la faveur de la KTM. Donc est-ce que si tu es Sexton, tu te dis de toute façon les 2 prochaines, elles devraient jouer en ma faveur et je peux pas faire grand-chose de plus, donc je vais commencer à me préparer pour l'outdoor pour pas être en retard sur les autres blessés qui sont en préparation pour l'outdoor depuis 2 semaines et tenter de gagner aussi ce titre-là, sachant que c'est pas mort pour le Supercross, mais que bon, ça va être vraiment compliqué. Ou est-ce que tu restes, non, Supercross à fond, je continue de m'entraîner en Supercross pour vraiment pas perdre le rythme, le timing, et on verra l'outdoor une fois que Salt Lake City sera passé. Moi, je pense que même si la semaine il s'entraînait en motocross, ça changerait pas grand chose pour le supercross, quoi. Enfin, si justement la base il l'a sur le supercross, il y a plus de testing à faire là pour 2 épreuves. Le rythme, le timing et tout, il l'a depuis janvier et même avant ça avec la préparation où ils étaient que sur des terrains de supercross. Donc je suis pas persuadé que ça change grand chose si là il passait à l'outdoor. Après, c'est plus le côté mental où tu vas te concentrer effectivement sur la semaine sur développer la moto, etc. Et à la fois, peut-être que ça pourrait jouer en sa faveur aussi de pas se prendre la tête toute la semaine, tu vois, d'être concentré sur autre chose, de rediriger l'attention et d'arriver le week-end ensuite où tu n'as pas, pas pensé toute la semaine et voilà, et tu vas faire ce que tu as à faire. Maintenant, c'est vrai que il a plus trop son destin entre les mains, quoi. Maintenant, il faut aussi attendre de Webb un truc ou aller provoquer quelque chose chez Webb. Donc, c'est déjà un peu plus compliqué, quoi, maintenant. Ouais, je suis d'accord. Moi, si j'étais Sexton, je serais riche. Non, mais surtout si j'étais Sexton, ouais, je ferais du motocross et... Après, il avait commencé un peu là avec Vial ouais. 450. Là, mais je me mettrais en full motocross, genre tu sais, je fais mes manches. Si la moto elle est réglée, je fais mes manches. Je travaille. Ouais, vraiment, je travaille pour l'outdoor et le supercross, je me contente d'en faire le week-end. En plus, avec un peu de chance, s'il pleut pas, il peut faire le press day et c'est comme ça lui remet un peu de supercross dans les jambes juste avant de faire la course. Puis de toute façon, si tout va bien et qu'il a 3 séances d'essai, c'est assez pour. Remarque la bouffe, timing. C'est peut-être ça ce qui pourrait venir tout. Bah ouais, si Webb il finit sous l'échafaudage des transpondeurs là, des team managers, on a vu à Vial que ça peut coûter très cher. Hein. T'imagines si il pleut à Denver et que de 12 points d'avance, il passe à 16 de retard. Ah, Webb. Ouais. Ouais, alors, 25. Si, ça peut... Oui, ça peut. Ça se peut. J'étais en train de me dire, est-ce que 12 plus 16, on est sur du 25 ou pas, mais non, je dis des bêtises. Ah non, parce que si c'est 12, ça c'est fait pas 8, possible. Ça fait 28. Donc ouais, mais si de 12, de 12 d'avance, il passe à 12 de retard, quoi. Ou 13, du coup. Avec une épreuve restante. Voilà, ce serait que pour lui, quoi, je pense. Mais ouais, écoute, je crois que finalement, j'ai plus qu'à espérer maintenant que ça pleuve. Sinon, en tant que... Tu as envie de voir Sexton gagner, quoi. Ouais, moi, je suis plus pour Sexton. T'es pas en train de te dire, bon, de toute façon, si Webb il la gagne, il l'a mérité, ça me dérange pas. Non, mérité, oui, de toute façon, il l'a pas volé, mais... Mais tu préférerais que ce soit Sexton. Ouais. Mais moi aussi, je préférerais que ce soit Sexton parce qu'en tant que fan de Tomac, ça voudrait dire quoi, il a un titre de plus et ça c'est pareil, c'est mon cerveau, il a du mal à l'accepter, quoi. Non, et puis ce serait ouf quand même de se dire que c'est Webb, enfin quand tu repenses au début de saison de Webb, alors OK, ces débuts de saison, ils sont jamais incroyables, mais quand tu repenses au début de saison, c'est... Ouais, mais il a raté tout le mois de décembre d'entraînement. Pourquoi lui il s'était refait mal au pouce à l'entraînement, une chute à l'entraînement début décembre ou fin novembre. Eh ouais, mais tu vois, il n'avait pas la vitesse, il se faisait déposer. Quand Lorenz y gagnait, il était je sais pas combien de secondes derrière. Pareil, il était en dessous de Tomac, en dessous de Sexton.
Et là, le mec, c'est lui qui gagne. Quand t'es Tomac ou que t'es Jet, ou tu te dis, mais non, si j'y avais été, ça aurait été moi. Bah ouais. Mais fallait être Mais là. après, bah, Tomac, ça fait 3 ans de suite que s'il y avait été, ça aurait été lui, tu vois. Enfin, l'année dernière, il était là, mais pas à 100%. Après, en Ouais, non. outdoor, il était pas là. Non. L'année dernière, il était là, et il aurait été là, pas là, il avait rien pour Jet. Non. Cette année, ça aurait peut-être été autre chose, là. Tomac, sans se faire le tendon d'Achille, tu penses qu'il avait rien pour Jet en 2024? Ah ouais, mais là, on est avec des grossis qui Ah aèrent bah tout oui. le monde, là. D'accord. Oh, mais et ça puis fait du si, contenu, c'est Et bien. puis si James Stewart il était là, ça serait pour lui aussi, quoi. Mais j'aimerais bien voir Stewart à 40 ans sur un terrain de Cybercross, quand même, voir ce que ça donne. Gros scrub et tout. Par contre, ce qui est un peu décevant, là, moi, c'est Malcolm Stewart, justement. Ouais, c'est pas flamboyant. Ouais. On pourrait vraiment- s'attendre justement à ce qu'il y ait encore des petits coups d'éclat sur la fin de saison où il y a moins de monde. Ouais, il y a moins de encore, monde et tout, un etc. petit podium quoi, Ouais. mais non, il se fait enrhumer aussi par le Justin Cooper et c'est clairement le 5e homme, voire 6 parce que Ouais, bon, parce que même Roxanne avec Ferrandis- ses Et puis blessures. Ferrandis, au final, tu vois, bon là, il a fini derrière, mais parce qu'au départ, il était devant lui. Hein, et s'il n'avait pas craqué physiquement, il aurait été devant. Il finissait 5 derrière Roxanne, voir s'il craque pas physiquement, peut-être devant Roxanne 4, Ferrandis. Donc, Et il va où Stewart du coup l'année prochaine? Il reste du ski gaz-gaz, Oui, tu je penses, ou il change? bon, je pense. Triumph. Pourquoi pas? Triumph. Tiens, quand on en parle, et Bah, pourquoi DV, pas? lui, il parlait de Anderson chez Triumph. Ah ouais? Hmm. Il a entendu ça? Je sais pas s'il a entendu ou si c'était son avis juste perso, lui, Hmm. où est-ce qu'il verrait bien. Non, je crois que c'était plus ça, son avis perso. Il disait qu'il n'y avait rien dessus, mais qu'il voit. Pour lui, Triumph devrait signer Anderson et que Anderson, c'est un truc qui matcherait bien. Et parce que je crois qu'il y a des mecs de l'entourage de Anderson qui, au final, maintenant sont chez Triumph, qui étaient anciennement à Squarna quand il avait gagné en 2018 ou des trucs comme ça. Bah, Donc, avant, il y avait Bobby Reagan, mais il a quitté Triumph l'année dernière. C'était le team manager. Ouais. Bobby Reagan, c'est le team manager du team Suzuki quand Anderson gagne en 250, puis du team Husqvarna quand Anderson gagne en 450. Ouais, bah, je sais pas. Ouais, je sais pas non plus. Mais a priori, Triumph, leur plan pour l'année prochaine, c'est d'avoir que Jordan Smith en outdoor 450. Ah, lui, il monte. Ouais, a priori, il monterait pour l'outdoor. Pour un peu faire cobaye sur la moto, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Et ensuite, essayer de signer quelqu'un de. Mais là, il y a de quelqu'un, plus il y a costaud, Arup qui va rouler en outdoor 450 sur la Triumph. Ah, c'est en 450 qu'il va rouler? Je croyais que c'était en 250, ouais, moi. peut-être pas 450 du coup. Là. Ouais, je crois que c'est 250. Hein. Parce que, ouais, lui, mais il était pas en MXGP, il était pas passé. Bah, peut-être qu'il a dépassé la limite d'âge Ah, en MXGP, mais qu'il n'avait pas forcément envie justement de monter en 450. ouais. Eh ben, c'est l'heure du pronostic présenté par MGT Design Racewear. 450 qui va gagner le titre. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Objectivement, je pense que c'est. Il a Tomac. Je pense que c'est Webb. Après, voilà, c'est parce que j'aimerais qu'un. Comment ça s'appelle là? Un Sexton, il aille lui mettre un bloc pass comme il a mis à Anderson. À Birmingham. Voilà, et que, bah tiens, ça pète le sélecteur de la moto de Webb et qu'il fasse tout en deux. Et. Ouais, le pire, ce serait pas qu'il soit bloqué en 4 sur une piste de supercross pour que ça le dérange vraiment. Ouais, oui, si, je pense que la 4, ça le dérangerait plus que les deux. Parce que même, j'allais dire, même en une, remarque, en une, il va faire des triples en sortie de virage, mais après, il va être quand même vachement embêté, quoi. Il sera tout le temps presque au rupteur, beaucoup de freins moteurs. Ça risque de l'envoyer par l'avant, quoi. Et je suis d'accord. Hein. Bon, de toute façon, ça fait malheureusement un moment que je pronostique Webb. Parce que, ben, il a quand même. C'est pas fini, attention. Hein. Mais chez Sexton, il s'est bien battu. Mais malheureusement, sur là où il fallait qu'il en gagne 5 de suite pour s'assurer d'avoir au moins autant de points que Webb, c'est quand même c'est pas une mince affaire, quoi, de devoir gagner 5 courses de suite. Non, c'est sûr. Je sais pas quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois que quelqu'un a gagné 5 courses d'affilée, mais tu vois, même Jet, je crois pas qu'il l'ait fait l'année dernière. Et sinon, avant ça, ça doit remonter de, je sais pas, peut-être 2017, Tomac, ou plus vieux que ça. Ouais. Bon, bah écoutez,
On va vous dire à la semaine prochaine. On se verra pour l'épisode 37 et pour parler du Supercross de Denver. On verra qui enfin, ce sera sûrement Digan, mais on verra quel sera l'avantage de Digan la veille de la finale du Supercross à Salt Lake City. N'oubliez pas que du coup, la semaine prochaine, ce sera votre dernière chance pour participer au concours MGT Design Racewear pour tenter de gagner la tenue en donnant vos pronostics. Parce qu'évidemment, lorsqu'on se retrouvera pour l'épisode 38, nous saurons qui seront les champions dans les 3 catégories. Et par conséquent, on pourra tirer au sort le vainqueur. Donc allez-y, commentez en bas de cette vidéo YouTube et dites-nous qui sera champion 450, Supercross 250 Est, 250 Ouest. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut!